Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Conservateurs, soyez fiers, c'est le titre de l'ouvrage qu'a fait paraître Guillaume Perrault chez Plomb. L'occasion pour Franck Ferrand de le convier à évoquer une des figures fondatrices du conservatisme, le Premier ministre britannique Disraeli. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Disraeli a été, nous le prononçons à la française évidemment, il a été chef du parti conservateur anglais, 3 fois chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire ministre des Finances, 2 fois Premier ministre de la reine Victoria. Nous sommes à l'époque du Second Empire et des débuts de la Troisième République et je suis très heureux de l'évoquer avec Guillaume Perrault cet après-midi. C'est en effet la première fois, figurez-vous, que nous parlons à ce micro du grand Disraeli. C'est assez étrange. Il faut une première pour tout. Et c'est tout naturellement qu'à partir de 15h, vous évoquerez Whitehall, le quartier gouvernemental de la capitale britannique en compagnie de Vanessa Zah. Oui, un des quartiers les plus impressionnants de Londres. J'ai croisé Vanessa tout à l'heure dans le couloir. Elle me dit « Oh, je t'ai fait tout ce qu'il y a de politique à Londres ». Donc je sens qu'on va faire un grand tour. C'est peut-être un des quartiers les moins touristiques. Imaginez d'immenses palais gouvernementaux qui se succèdent. Mais c'est à voir quand même. Mais tout ça est intact depuis des siècles et c'est un quartier qui cache énormément de belles surprises. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. « 20 février 1874, donc dans le cœur de Londres, un monsieur passe la porte du 10 Downing Street, la très célèbre résidence du premier britannique, premier ministre. Il est élégant ce monsieur avec un grand manteau blanc, un chapeau, ça n'empêche pas d'être quand même voûté, amaigri, il a presque l'air d'un vieillard. Il s'appelle Benjamin Disraeli, il n'a que 69 ans en vérité, et donc pour la deuxième fois de sa vie, il vient d'être nommé premier ministre par la reine du Royaume-Uni et du Canada, la reine Victoria. Elle n'est pas encore tout à fait impératrice des Indes, ça ne saurait tarder, c'est pour dans 2 ans. Le parti de Disraeli, les Tories c'est les conservatories, viennent de remporter les élections face aux libéraux. Ils ont la majorité absolue à la Chambre des communes, 350 élus sur les 652 que compte cette chambre basse du Parlement. Et donc ce 20 février 1874, Disraeli vient de retrouver la plus haute charge après toute une longue carrière politique et une ascension sociale assez extraordinaire. Ça n'a pas été sans mal et sans difficulté, tout ça, on va le voir. Après des débuts d'avocat, de journaliste, d'écrivain, avec plus ou moins de succès, disons-le, la carrière politique de Disraeli débute lorsqu'il est élu à la Chambre des communes en 1837. En 37, il a 33 ans. Il est un petit peu à part parce qu'à la différence des autres élus, on ne peut pas dire qu'il soit issu du milieu habituel de la politique britannique. Il n'est pas membre de l'aristocratie, il n'est pas propriétaire terrien. La vérité, c'est qu'il est même criblé de dettes. Il n'a pas non plus été formé dans les fameuses public schools, vous savez, dans ces universités très réputées, Oxford, Cambridge, qui fabriquent littéralement l'élite britannique, surtout à cette époque. Disraeli est ce qu'on appellerait quasiment un autodidacte. Alors c'est vrai qu'il est anglican, mais d'origine juive, et ça aussi, ça a tendance à le distinguer au milieu des autres députés. Assez vite, il va se faire remarquer par une invraisemblable éloquence. Il sait parler, et il sait trouver les mots, il sait trouver le ton. C'est lors de la crise des Corn Laws que Disraeli va se révéler. Le premier ministre de l'époque, c'est Peel, Robert Peel. Il demande la suppression des droits de douane sur les céréales pour diminuer le prix du pain. Évidemment, ça aurait pour conséquence de baisser le salaire des ouvriers. Et là, Disraeli est là qui s'oppose et qui prône exactement le contraire. Il souhaite maintenir les droits de douane pour protéger l'agriculture. Il souhaite instaurer le protectionnisme. James McKerney, qui a fait une biographie de Disraeli, nous dit « La malveillance, la mauvaise foi et l'insolence sont les armes que choisit Disraeli pour attaquer Peel dès le début de la session de 1845. C'est un nouveau style d'éloquence parlementaire. Debout à sa place, quelques rangs derrière les bancs des ministres, les mains dans les poches, enfilant ses sarcasmes d'une voix lente, douce, presque caressante. Disraeli est l'insolence faite homme. Il appuie toujours là où cela fait mal. Autoritarisme, trahison, hypocrisie, Disraeli va marteler ces thèmes tout au long
de la session et l'on peut dire qu'il devient dès lors une des figures marquantes de son parti, le Parti conservateur. Dans les années 1850-60, il a été 3 fois chancelier de l'Échiquier, leader des conservateurs à la Chambre des communes et en 1868, il devient le Premier ministre. Ce bourgeois juif autodidacte qui devient l'homme le plus puissant du royaume. Alors que jusqu'alors, seulement des gens issus du sérail avaient pu prétendre à cette très haute fonction. Disraeli ne va rester au 10 Downing Street que quelques mois, mais durant ce passage, il va faire voter un certain nombre de lois très importantes. Fin des exécutions publiques pour les exécutions capitales, réduction de la corruption politique, grande réforme électorale qui double pratiquement le nombre d'électeurs. Et puis, Disraeli revient là où il est le mieux, si je puis dire, c'est-à-dire dans l'opposition. Il a connu un deuil à ce moment-là. Sa femme, Mary-Anne, va mourir après 33 ans de vie commune. Beaucoup se sont demandé si à ce moment-là, Disraeli n'a pas été tenté d'abandonner carrément la politique. Et puis voilà que son parti remporte de nouveau la victoire. C'est d'ailleurs après une très longue parenthèse où les libéraux avaient le dessus à l'époque. Et donc, les conservateurs ne reviennent au pouvoir qu'après 33 ans, majorité absolue donc en 1874. Et c'est comme ça qu'il est de nouveau Premier ministre. Il ramène le nombre des membres du cabinet à 12 seulement. C'est le cabinet le plus restreint depuis plusieurs décennies à l'époque. Et c'est également celui dans lequel on compte le moins de membres issus de l'aristocratie. Ce n'est pas un hasard. Il n'a sans doute pas oublié la morgue dont il a été la victime de la part d'un certain nombre des députés de classe plus aisée, ce Disraeli, qui a dû faire sa place à la force du poignet. Aux côtés de ministres issus de vieilles dynasties politiques, il va nommer un certain nombre de... Alors, aujourd'hui, on parle de membres de la société civile, vous savez, mais ce sont en tout cas des ministres issus de la bourgeoisie de province. Disraeli ne se sentira jamais à l'aise avec ses ministres bourgeois, dit James McKerney. Il se dit incapable de retenir leur nom, mais lucide, il comprend combien politiquement il est nécessaire de les nommer s'il veut garder son emprise sur le parti. Malgré cette infusion de sang neuf, cependant, les conservateurs manquent toujours de talent ministériel. On ne peut pas dire que le parti soit à l'époque bien doté en personnalité de gouvernement, si l'on peut dire. Ça ne va pas empêcher notre homme de mettre en place de nouveau un certain nombre de réformes sociales, cette fois à destination des ouvriers, figurez-vous, ce qui est un paradoxe pour le parti conservateur, quoique, nous verrons que Guillaume Perrault nous dira le contraire dans un instant. Ça lui permet aussi de maintenir le Royaume-Uni à un certain niveau de puissance, une puissance qu'il ne saurait être question de contourner. L'après-midi sur Europe 1 avec un extrait de Pomp and Circumstance composé par Edward Elgar. Restez avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire de Disraeli, le Premier ministre de la reine Victoria. Et la suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez les années durant lesquelles Benjamin Disraeli a été Premier ministre de la reine Victoria. C'était de 1874 à 1880. Quelle était, à l'époque, à la fin du 19e siècle, la place du Royaume-Uni ? Ah ben c'est la première, de très loin même, puisque l'Angleterre est première, alors là dans tous les domaines, la banque, la sidérurgie, le textile, les chantiers navals. Vous imaginez ce que c'est que l'Empire britannique à cette époque-là, des colonies partout en Afrique, aux Indes bien sûr, dans toutes sortes de comptoirs également, dont Singapour et Hong Kong, etc. Et pour contrôler et défendre l'Empire, enfin pas encore Hong Kong d'ailleurs, pour contrôler et défendre l'Empire, le Royaume-Uni dispose d'un réseau de bateaux à vapeur assez extraordinaire. Vous savez, on parle de l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, comme on disait autrefois de celui des Habsbourg. C'est le même principe, mais c'est même bien plus extraordinaire encore. Et pourtant, dans ces années 70, un certain nombre de nouvelles puissances... Alors, il y a d'abord la France, qui taille constamment des croupières à l'Angleterre, et puis de nouvelles puissances qui sont en train d'émerger, l'Allemagne, les États-Unis, bien entendu. Et ça commence à faire peur aux Anglais, forcément. Disraeli, une fois Premier ministre, décide de mettre en place un certain nombre de réformes sociales qui sont à destination des classes les plus modestes, des ouvriers notamment. Il a toujours été sensible à ces questions de conditions de vie. Dans les années 1840, il avait même publié une trilogie littéraire qui s'appelle La Jeune Angleterre, 3 romans politiques
qui revenait, qui mettait en scène cette misère des classes laborieuses. Vous me direz, on était en plein dans le roman de naturalisme dans toute l'Europe, c'était à la mode, mais ça montre à quel point il était sensible à ces questions. James McCerney nous le dit, en abordant ainsi les conditions de vie concrètes des populations, Deasy, c'est le surnom que lui ont donné ses confrères, occupe un terrain politique qui intéresse le nouvel électorat issu de son Reform Act. Ben oui, parce qu'il y a de nouveaux électeurs, il faut faire une politique qui convient à ces nouveaux électeurs, bien entendu. Son vieux thème d'une alliance entre les classes populaires et les propriétaires terriens contre la bourgeoisie industrielle et commerciale s'est transformé en engagement Tory de faire intervenir les pouvoirs publics en faveur des classes laborieuses. Vous voyez comme on entre déjà dans la subtilité non seulement de la politique britannique, et nous aurons l'occasion d'y revenir, mais dans la subtilité même de ce que peut être un engagement conservateur. Face à qui et à quoi et dans quelles circonstances? De nombreuses lois sont adoptées, baisse des impôts, modernisation de la santé publique, limitation du temps de travail, généralisation de l'eau courante, développement de l'instruction publique pour tous. Exactement ce qu'on voit d'ailleurs sur le continent à la même époque, bien sûr. Avec le Artisans Wheeling Act, les administrations locales sont encouragées à construire des logements pour les classes ouvrières. On autorise aussi des piquets de grève dans la mesure où ces grèves demeurent pacifiques, bien entendu. On permet aux ouvriers de poursuivre en justice les employeurs dans le cas de violation des contrats de travail. Très en avance, ça, dans les années 1870, vous imaginez ça. Et par ailleurs, on réglemente le commerce des denrées alimentaires et des médicaments pour éviter un certain nombre d'abus et de spéculations. L'autre axe de la politique de Disraeli, c'est le retour du Royaume-Uni sur la scène internationale. Et c'est là que l'attendait la reine Victoria, bien entendu. L'Europe, à l'époque, est dominée complètement par l'Allemagne. Une Allemagne face... Alors, il y a 3 grands empires. Vous avez Allemagne, Autriche, Hongrie et Russie, bien entendu, ce qu'on appelle les empires centraux. La Ligue des 3 empereurs, si vous voulez dire, avec l'Allemagne au centre de tout ça. Et pour asseoir son autorité, Disraeli va d'abord s'opposer au chancelier Bismarck, au moment où ce dernier songe à une nouvelle guerre contre la France. C'est surtout le déclin de l'Empire ottoman qui va donner à Disraeli l'occasion de faire entendre la voix du Royaume-Uni. On est en 1875, on est même à la fin de l'année 1875, lorsqu'on apprend à Londres que le vice-roi d'Égypte, qui est complètement en faillite, a besoin de vendre sa participation dans la compagnie maritime du canal de Suez. Vous savez que, évidemment, que l'Égypte était partie prenante aux travaux de Ferdinand de Lesseps. Eh bien, si 2 banques françaises ont déjà bien avancé dans le dossier, Disraeli n'en réussit pas moins à racheter ses parts grâce au crédit accordé par le Parlement britannique et grâce aux fonds avancés par la banque et par la famille Rothschild. Dans une lettre, Disraeli est complètement euphorique. Voilà ce qu'il dit. Nous avons eu dressé contre nous tous les parieurs capitalistes et financiers du monde, organisés, embrigadés en bandes de pilleurs avec des émissaires secrets partout. Et nous les avons tous trompés sans qu'ils s'en rendent compte. Avant-hier, Lesseps, dont la compagnie détient les autres actions, appuyées par la France, dont il était l'agent, a fait une grande offre. Si elle avait abouti, le canal aurait été à la France et elle aurait pu le fermer. La fée est en extase. La fée, c'est, dans sa correspondance, le nom que le Premier ministre donne à la reine. Reste la menace de l'Empire russe, évidemment. En avril 77, les Russes déclarent la guerre aux Ottomans. Ça, c'est très dangereux parce que, évidemment, l'Empire ottoman est très affaibli et si la Russie s'implante carrément dans le territoire turc, alors elle va menacer, elle aussi, la route des Indes. Elle va prendre tout simplement le contrôle de la Méditerranée. Ça, c'est un intérêt vital pour le Royaume-Uni. Un traité est signé entre les empires russes et ottomans. Disraeli s'oppose à ce traité. Une guerre est imminente contre la Russie et finalement, un congrès en présence des représentants des puissances européennes, bien entendu, un congrès s'ouvre à Berlin en juin 1878. Fondamental, ce congrès de Berlin. Il va décider de tout. On pourrait presque dire qu'il va décider de l'avenir du monde pour un demi-siècle. James McCerney, avec toutes ses insuffisances, bien sûr,
Les banquets, bals et réceptions se suivent et se ressemblent, nous dit donc le biographe de Disraeli. On n'avait jamais vu tel étalage d'uniformes bigarrés et de toilettes extravagantes. Disraeli est aux anges. Il lui est interdit de goûter au banquet. Il est trop myope pour profiter du spectacle. Il est souvent trop faible pour quitter sa chambre d'hôtel. Mais cette animation mondaine sur fond de tension politique l'excite. Ça, c'est exactement ce qu'aime le Premier ministre de la Reine Victoria. Il est la vedette, disons-le, de ce congrès. Le public le suit dans ses promenades dans les jardins publics. Ses romans, on a republié les romans qu'il avait écrits dans sa jeunesse. Ça se vend maintenant comme des petits pains, cette affaire. Bref, c'est le nouveau chouchou de la presse internationale. Et finalement, après de longues discussions, le traité de Berlin est signé le 13 juillet 1878. Il révise le fameux traité entre Russes et Ottomans, là, vous savez, qui avait été signé quelques semaines plus tôt. Bismarck va déclarer... Bismarck admire Disraeli, au fond. Il se dit que ce type-là est quand même assez extraordinaire. Ce vieux juif, dit Bismarck, c'est l'homme de la situation. On imagine bien le chancelier allemand dire ça. Disraeli et son ministre des Affaires étrangères Salisbury sont accueillis à leur retour à Londres en triomphe. Au seuil du 10 Downing Street, Disraeli reçoit des fleurs envoyées par la reine en personne. Et il déclare à la foule qui est là et qui l'acclame sans relâche: Lord Salisbury et moi-même, nous vous avons ramené la paix, mais une paix, je l'espère, avec honneur. Des services de table, du linge de maison, enfin on va voir, Peace with Honor, ça devient en quelque sorte la nouvelle devise de l'Angleterre qu'on trouve partout. Vous savez que les Anglais sont très doués pour les produits dérivés, c'était déjà le cas au 19e siècle, et Disraeli, que maintenant le peuple surnomme tout entier Dizzy. Dizzy est au sommet de sa popularité. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous raconte le parcours politique de l'un des premiers ministres de la Reine Victoria. Cet homme, c'est Benjamin Disraeli, et vous pouvez réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité, n'hésitez pas. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au Cœur de l'Histoire et Twitter avec le hashtag ACDH. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors vous nous racontez, Franck, cet après-midi, le parcours de Benjamin Disraeli, cet homme politique devenu Premier ministre de la Reine Victoria. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Et c'est un homme politique qui devient véritablement une star. Il est très populaire. Il est populaire pour la paix auprès du public et il est populaire pour ses nouvelles relations avec l'Allemagne aux yeux de la Reine Victoria. Donc tout le monde est content. La Reine va le nommer chevalier de l'ordre de la Jarretière. On ne peut pas faire mieux, hein, de vous imaginer. Quand je parlais d'une ascension, c'est phénoménal. Et puis, c'est vrai qu'ils ont toujours eu de bonnes relations, la reine et son Premier ministre. Elle a tendance à se confier à lui. C'est le moment où elle revient à la politique, vous savez, après une très longue période où elle s'était mise en congé à Windsor. Disraeli entretient sa fibre politique, car la reine Victoria aime la politique grâce à une relation épistolaire très soutenue, et le Premier ministre va avoir le droit de s'asseoir pendant ses audiences avec la reine. C'est un privilège que même un ancien Premier ministre comme Lord Derby, qui était perclus de gouttes, qui ne pouvaient pas tenir debout, même Lord Derby n'avait pas reçu cette autorisation à l'époque. Eh bien là, Disraeli a tous les droits, si je puis dire. D'ailleurs, il est anobli en 1876. Il devient premier comte de Beaconsfield. Il quitte la Chambre des communes, donc du coup pour la Chambre des lords, évidemment. Et en échange, il va offrir quelques mois plus tard à l'impératrice, n'oubliez pas, hein, à la reine, je veux dire, oui. 1876, eh bien, elle devient impératrice des Indes. En 79, cela fait 5 ans que Disraeli est Premier ministre. Il a près de 75 ans, il est épuisé, de plus en plus diminué, d'autant qu'il avait toujours été en mauvaise santé. Il a toujours eu, je vous ai pas dit ça, mais il avait des espèces d'évanouissements, des maux de tête, des problèmes gastriques, des rages de dents. Enfin, je vous passe là le détail. C'est un homme qui souffre. Et il souffre aussi de crises d'asthme, de crises de gouttes. Il a une sorte de bronchite chronique depuis des décennies. Au moindre refroidissement, le voilà cloué au lit. Même quand il essaie de se tenir bien droit dans les cérémonies, il est à moitié courbé en vérité. Il marche avec une canne, porte des pantoufles de velours parce qu'il est impossible de le chausser avec des souliers normaux. Enfin, vous voyez un petit peu.
On peut même plus le maintenir dans son hôtel particulier du The Whitehall Gardens, puisque il ne peut pas monter les escaliers. Donc il dort mal. On le voit souvent pendant les réunions du cabinet ou même à la Chambre, on le voit somnoler sur son banc. Ses discours sont d'une voix de plus en plus faible. On n'a plus rien à voir avec l'éloquence passée du grand Disraeli, hein. Il écrit « Il y avait des jours où je me sentais au réveil capable de remuer les dynasties et les gouvernements. Oh, ces jours ne sont plus. » Preuve de sa mauvaise santé, il arrive à un banquet organisé par le maire de Londres avec un retard de 45 minutes. Et tout le monde attendait, parce que c'est lui qui doit faire le discours. Alors on se dit, il va démissionner cet homme-là. Eh bien non, parce qu'en fait sa fonction le passionne. Son état de santé l'oblige à adapter son activité à ses possibilités physiques, nous dit James McCerney. Il n'aurait plus la force de piloter un projet de loi complexe ou controversé. Il choisit donc de présider son cabinet au lieu de le diriger. Il n'impose pas ses vues, préférant laisser un consensus se dégager. Il ne s'immisce pas dans la gestion des ministères. L'initiative législative est laissée à ses collègues. Il appartient à chaque ministre désormais de proposer ses projets et de les piloter. La délégation des responsabilités devient le maître mot du gouvernement. Sauf qu'on est à une époque où le Royaume-Uni entre en récession, l'activité diminue. Sur le plan extérieur, la situation devient très difficile avec l'invasion le risque d'invasion de l'Afghanistan par la Russie. Il y a le problème avec les Zoulous dans l'Afrique australe, bien entendu. De nouvelles élections sont prévues en 1880. Cette fois, Disraeli est conscient que la situation risque de s'aggraver. Il décide de les avancer à avril 80. Résultat désastreux pour les Tories. Les libéraux gagnent une centaine de sièges. Les conservateurs perdent une centaine de sièges. Et il écrit le 8 avril 80... Lord Beaconsfield est bouleversé de devoir quitter votre majesté. Sa relation avec votre majesté a été sa principale satisfaction. Il pourrait presque dire la seule source d'intérêt et de bonheur en ce bas monde, dira-t-il. Elle lui est venue quand il était seul. Elle l'a inspiré et soutenu dans sa solitude. Eh bien, il est temps maintenant pour Disraeli de tirer sa révérence à la reine. Bonjour Guillaume Perrault. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler un peu de Disraeli, mais d'une façon plus générale, de tous ces hommes qui, dans différents pays et à différentes époques, ont incarné ce courant de pensée, le conservatisme. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Benjamin Disraeli, ce Premier ministre de la reine Victoria. Et de façon plus générale, nous sommes au cœur de l'histoire des conservateurs britanniques avec Guillaume Perrault, qui est journaliste que vous retrouvez dans les pages débat du Figaro et maître de conférences à Sciences Po et auteur de Conservateurs. Soyez fiers, paru à la Tribune Libre chez Plomb. Oui, qui est à la fois un ouvrage d'histoire et un ouvrage politique qui montre que les conservateurs ne sont pas toujours ce qu'on croit. C'est votre thèse, Guillaume Perrault. On va voir que ça déborde de beaucoup les frontières de l'Angleterre, bien sûr, puisque vous êtes une des plumes du Figaro. Voilà ce qu'on pouvait lire en première page du Figaro le lendemain de la mort de Benjamin Disraeli, qui a suivi de peu son départ du gouvernement. Il est mort le 19 avril 1881 dans un océan de pleurs et de regrets, deuil national, etc. Et voilà ce qu'on lisait dans le Figaro. L'Angleterre vient de faire une perte immense, irréparable, presque jusqu'à la fatale issue, Lord Beaconsfield, puisque c'était maintenant son nom, quoique connaissant la gravité de sa situation, a conservé l'usage complet de ses facultés, et mercredi, entre deux de ces terribles attaques asthmatiques qui l'épuisaient, il corrigeait encore les épreuves du dernier magnifique discours qu'il a prononcé à la Chambre des Lords pour appuyer le vote d'indignation et de condoléances à propos de l'assassinat de l'empereur de Russie. Et oui, on est en plein au moment de l'assassinat d'Alexandre II. Mais il faut peut-être revenir sur les circonstances de l'ascension de ce personnage extraordinaire. Il est le grand leader conservateur en Angleterre, en tout cas au 19e siècle. Au 20e, il y aura Churchill, il y aura Thatcher, on y viendra tout à l'heure. Mais au 19e, il est face à Gladstone.
Absolument, et vous l'avez dit, cher Franck, rien ne prédisposait Disraeli à devenir ce personnage, parce qu'il n'avait pas de fortune personnelle, parce qu'il n'était pas membre de la bonne société, parce qu'il était d'origine juive, même s'il a été élevé par décision de son père dans l'anglicanisme, certes, mais enfin il était quand même d'origine juive et ça n'était pas nécessairement dans l'Angleterre de l'époque. Mais ça montre aussi que une réussite brillante, exceptionnelle était possible dans le Royaume-Uni du 19e siècle pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il avait, à l'évidence, des qualités exceptionnelles. C'est d'abord la valeur de l'homme. Une rage de réussir aussi. Un sens de la stratégie hors du commun. Un sens de la stratégie hors du commun. Un certain ambition. brin de plume. Oui. Et surtout, un talent oratoire. On ne mesure plus à quel point c'était important, parce que c'était une époque où il n'y avait pas de discipline parlementaire. C'était le règne de l'individualisme à la Chambre des communes, même s'il y avait des sensibilités. Donc un vote dépendait d'un bon discours. Un discours bien ciselé pouvait renverser l'issue d'un vote, pouvait renverser le sentiment des députés et du coup déterminer l'adoption ou le rejet d'une réforme. C'est pour ça qu'être un orateur était si décisif dans l'Angleterre de l'époque. Ce qui est assez étonnant, je reviens à Gladstone de 2 minutes. Plus tard, l'adversaire du parti conservateur en Angleterre, ce sera le parti travailliste, le Labour Party. Mais à l'époque, on est encore à l'époque des libéraux, en fait. Hein. Et donc, face aux Tories, ce sont les Whigs qui sont dirigés, eux, par Gladstone à l'époque de Disraeli. Absolument. On peut dire que schématiquement, vous avez les conservateurs qui passent pour les défenseurs du trône et de l'autel et proches ou composés par l'aristocratie foncière, et les libéraux, les Whigs, qui se sont affirmés à partir du XVIIIe siècle, qui sont proches de la nouvelle dynastie au XVIIIe siècle, et qui représentent les classes sociales qui montent avec la révolution industrielle. Alors que les conservateurs regardent cette révolution industrielle avec réserve, voire avec méfiance. Oui. Ils n'aiment pas le monde qui se dessine. Et toute la réflexion de Disraeli consiste à voir comment on peut recoller les morceaux pour préserver l'idée de continuité historique. Et ça, c'est ce qui va expliquer le Reform Act, c'est ce qui va expliquer le positionnement du cabinet Disraeli en 1874 en faveur des petites gens contre les patrons. Ce qui est inattendu du point de vue de ce qu'on pense être le conservatisme. C'est vrai, c'est inattendu, mais d'abord, Disraeli a observé une certaine bienveillance envers le mouvement chartiste, c'est-à-dire le mouvement, on va dire pour schématiser, de gauche, à une époque où il n'était pas encore une menace pour les institutions britanniques. Et où il pouvait même être récupéré. Il pouvait être récupéré. Et puis, il a cette idée d'alliance et de devoir et d'égard réciproque entre l'élite et les milieux défavorisés. C'est ça son idée d'une One Nation Conservatism qu'il défend. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que sur la grande question qui divise l'Angleterre, le libre-échange ou le protectionnisme, il est du côté du protectionnisme. Parce qu'il considère qu'il faut adopter le point de vue du producteur, c'est-à-dire de l'agriculteur, et non pas le point de vue du consommateur qui a intérêt à une concurrence forte. C'est le point de vue qu'il défend, et donc il est soutenu par les électeurs qui partagent cette vision de la société, et évidemment les libéraux sont très hostiles au protectionnisme. C'est le grand débat de l'époque. De la même manière, il y a en effet un certain nombre de réformes sociales dans les années 1870 que vous avez évoquées dans votre récit, cher Franck. Et ce qui frappe l'observateur avec le recul, c'est la vitesse avec laquelle toutes ces réformes importantes sont adoptées en quelques années. Et c'est assez inattendu. Et il y a aussi le rôle joué par les conservateurs dans l'élargissement progressif du droit de vote, qui n'a pas du tout eu lieu du jour au lendemain comme en France en 1848. Ça a été au début, comme chez nous, un suffrage censitaire qui était déjà avec une assise beaucoup plus large. C'est élargi progressivement. Voilà, et déjà les bourgs pourris. À la britannique, en fait. À la britannique, c'est-à-dire sans rupture brutale, par étapes, par paliers, très progressivement, très prudemment. On sent vraiment l'idée de prudence, d'expérimentation. On voit si ça marche, puis après on va un peu plus loin. Même chose pour le vote des femmes, parce qu'on leur donne le droit de vote aux élections municipales d'abord, avant la Grande Guerre, puis aux élections législatives, et puis après on aligne l'âge d'éligibilité
et des deux sexes dans les années 20. C'était pas le cas au début. Donc tout ça se fait vraiment. Il y a une notion de prudence pragmatique et progressive, avec quand même le dessin de plus en plus clair d'une opposition. Alors encore une fois, libéraux contre conservateurs au XIXe siècle, qui deviendra travailliste contre conservateur au XXe siècle. Le Parti libéral existe toujours en Angleterre, mais il est rémanent maintenant. C'est une petite. Oui, il a repris un peu d'importance il y a une quinzaine d'années. Il y avait une scission du Parti travailliste pendant quelques temps. Dans les années 80, qui se sont rapprochés des libéraux, du dernier carré des libéraux. Mais le mode de scrutin est impitoyable pour le troisième parti en Grande-Bretagne, parce que c'est un mode de scrutin uninominal à un tour. Donc il faut être le premier. Et il faut avoir des fiefs. Si vous êtes deuxième, même si vous faites 20% des voix à l'échelle nationale, vous avez très peu de députés, donc c'est décourageant. Si j'ai pris comme exemple, par rapport à toutes les figures que vous évoquez dans votre livre, le personnage de Disraeli, c'est parce que c'est bien en Angleterre qu'est née la notion de conservatisme contre d'autres types de droite, si je puis dire, qui vont naître ailleurs sur le continent. On va revenir sur l'histoire du Parti conservateur britannique et on va voir ce que ça peut donner dans d'autres pays. Et bien entendu, nous finirons par la France, parce que on a beau dire, c'est quand même ce qui nous titille un peu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous plongez au cœur de l'histoire politique de la Grande-Bretagne avec Benjamin Disraeli, ce premier ministre de la reine Victoria. Et nous allons aller plus loin et parler des conservateurs en général, en Europe et en France, avec votre invité, Guillaume Perrault, qui est journaliste, que vous retrouvez bien sûr dans les pages débat du Figaro. Il est maître de conférences à Sciences Po et il est surtout l'auteur de Conservateurs, soyez fiers, paru dans la collection Tribune Libre chez Plomb. Ce qui est assez amusant, Guillaume Perrault, c'est que le conservatisme étant, si l'on peut dire, né, en tout cas comme institution politique en Grande-Bretagne, évidemment, comme d'habitude, c'est le pragmatisme qui l'emporte et on ne peut pas le définir théoriquement de façon très précise. Il faut attendre que ça arrive en Allemagne ou en France pour qu'on puisse donner une vraie définition. En Angleterre, qu'est-ce que c'est que le conservatisme finalement ? C'est complexe, hein ? Oui. Ce sont les défenseurs d'institutions proches de la monarchie, disons. C'est une sensibilité qu'a eu de grands penseurs, on pense notamment à Burke, dans son essai sur la Révolution française en 1791, où il dit que... Essai pamphlet, hein. C'est très engagé et extrêmement hostile à la Révolution française, d'emblée, dont il prévoit la pente tyrannique qui va se vérifier pendant la Terreur très vite d'ailleurs. Et ce que dit Burke, qui était lui-même un libéral à l'origine et qui évolue vers le conservatisme, c'est que finalement, une innovation, pour qu'elle soit bienvenue, il faut qu'elle respecte l'héritage. C'est ça, je crois, la base du conservatisme, c'est de refuser respect de ce qui est, de ce d'où l'on vient, quoi. Et de refuser l'idée de rupture, de reniement et de brutalité envers un héritage. Ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont la garde d'un trésor qui leur a été remis, qu'ils doivent entretenir autant qu'il est possible et transmettre, sinon intact, du moins préserver, dans la mesure du possible, à leurs successeurs. Conservateur, ça ne veut pas dire immobiliste. Souvent en France, dans le langage courant, on emploie conservateur comme synonyme de... Voilà, ceux qui veulent toucher à rien, qui sont frileux, qui sont jamais contents. C'est pas ça, être conservateur. Être conservateur, c'est regarder le changement avec une certaine méfiance, ça c'est vrai, et c'est s'efforcer de le canaliser, de le discipliner, de le maîtriser, un peu comme on ferait une greffe à un arbre, en évitant une rupture complète avec ce qui existait auparavant. Alors évidemment que Disraeli a été le grand homme politique incarnant ce parti Tory, qui a eu de longues éclipses, il faut le dire. Hein. Les conservateurs n'ont pas été si souvent que ça au pouvoir, somme toute, en Angleterre. Non, d'abord au 19e siècle, vous l'avez dit avec Gladstone, c'est plutôt lui qui c'est plutôt les libéraux qui gouvernent. Plutôt les libéraux qui impriment leur marque dans les décennies qui précèdent Disraeli. Et puis ensuite, ils subissent la concurrence du parti travailliste. Alors il y a une petite expérience dans les années 20 travailliste qui va pas très loin, mais ensuite à partir de 45, évidemment, vous avez le règne de Attlee, le grand tournant de l'État-providence, les suites du rapport Beveridge qui a théorisé la sécurité sociale. En fait, au XXe siècle, il y a
Une très grande figure qui s'impose par son caractère, elle est à l'affiche au cinéma en ce moment, c'est Winston Churchill, bien entendu, conservateur absolu. Et puis, une autre figure qui va faire du conservatisme une forme d'ultralibéralisme, et ça, alors là, il va falloir que vous m'expliquiez, parce que ça devient très compliqué à comprendre, c'est Margaret Thatcher dans les années, au tout début des années 80. C'est vrai. Alors pour Churchill, qui a fait un saut au Parti libéral à un moment de sa carrière, Churchill, il faut voir que dans les années 30, il passait pour un dinosaure. Et que il passait pour extrémiste aux yeux de la gauche, et quant aux yeux de ses propres cadets conservateurs, il le voyait comme un vieux monsieur, un peu dépassé par la marche des événements, respectable, classé monument historique, mais enfin plus vraiment dans le coup. Sa carrière était terminée. Et ces discours qui allaient émouvoir toute l'Angleterre en 1940, 2 ans plus tôt, paraissaient surannés aux mêmes Anglais. C'est tout à fait étonnant. Et tout d'un coup, il y a eu un retour en grâce de ce qui passe... Par la force du caractère du bonhomme, en fait. Et la rencontre... des circonstances. Du tragique des événements, de la pression des événements. Alors, Margaret Thatcher, vous nous avez défini le conservatisme comme, en quelque sorte, une gestion de bon père de famille où l'on fait très attention à ce qu'on fait. Et elle, c'est la femme la plus révolutionnaire de l'histoire de l'Angleterre. Alors, expliquez-moi ça. Alors, c'est une réaction à la timidité des conservateurs qui avaient respecté l'héritage travailliste à partir du début des années 50. C'est-à-dire que quand Churchill est revenu au pouvoir pour son dernier mandat de Premier ministre, il y a eu un consensus dans la classe politique britannique qui voulait que les conservateurs ne remettent pas en cause les acquis sociaux pour aller vite que Attlee avait institué dans l'après-guerre. Et dans la Grande-Bretagne des années 70, eh bien, cet État-providence paraissait étouffant à beaucoup de Britanniques. Il l'était, je crois qu'on peut le dire objectivement, historiquement maintenant. Il y avait les abus extrêmes. Le Parti travailliste qui était au pouvoir lui-même dépendait d'alliances avec les nationalistes écossais qui étaient un peu complexes. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle l'hiver du mécontentement en 78-79 avec des épisodes célèbres comme les pompes funèbres qui étaient elles-mêmes en grève. C'était une impression de chaos. Or, l'anglais moyen n'aime pas le désordre. Voilà, l'anglais moyen a une tolérance au désordre. Alors là, de l'ordre, ils en ont eu avec Thatcher, au moins. C'est ça. Et du coup, ça a favorisé une radicalisation du camp conservateur qui s'est exprimé dans le domaine économique par une remise en cause frontale du pouvoir syndical. Mais on était à l'époque où aux États-Unis, le parti républicain, qui est donc le parti conservateur américain, le parti républicain était lui aussi complètement ouvert aux idées ultralibérales. Donc est-ce que Madame Thatcher ne s'est pas laissée en quelque sorte influencer par ce qui se passait en Angleterre? La grande question intellectuelle, c'est est-ce qu'on peut être très libéral en économie et se plaindre du libéralisme au plan culturel. C'est ça. C'est ce qui agite, c'est-à-dire sur les questions de société. Est-il cohérent de se dire conservateur sur les questions de société et de se dire libéral sur les questions économiques? Vaste débat, qui est illustré par la fameuse phrase qu'on prête à Bossuet: Dieu se chérit des hommes qui... Dieu se moque des hommes qui condamnent les effets dont ils chérissent les causes. C'est-à-dire que beaucoup pensent que le libéralisme qui corrode les structures traditionnelles, qui met à bas les solidarités traditionnelles, qui est familiale, eh bien, il découle de ce libéralisme économique que les mêmes peuvent promouvoir. Donc, le conservateur, disons, à l'ancienne, est en effet réservé à l'égard de la radicalité de Thatcher, même s'il admire aussi la volonté face à l'adversité. C'est là que ça devient à la fois passionnant et complexe, c'est que il faut donc se mettre à distinguer conservateur ancienne mode et conservateur nouvelle mode, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que les mêmes conservateurs, comme vous en parlez en Angleterre, ils admirent quand même le volontarisme, la volonté de faire, le courage de Thatcher face à l'IRA, l'attentat à Brighton. On va essayer de voir ce qui se passe en Allemagne pour adopter un regard, je dirais, plus neutre d'une certaine manière sur le phénomène. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la politique européenne. Voilà, on va voir très large cet après-midi sur Europe 1 puisqu'on parle des conservateurs. Nous allons nous balader en Allemagne, en France dans un instant, mais à partir de 15h, nous irons nous balader en Angleterre, direction le quartier de Whitehall à Londres. Pour en savoir plus sur ce quartier politique, eh bien, notre guide, c'est Vanessa Za, journaliste à Europe 1 que vous retrouvez tous les dimanches dans les escapades culturelles et elle vient de nous rejoindre en studio, Franck. Bonjour Vanessa, il fallait au
au moins votre carnet d'adresses pour arriver à franchir les façades bien gardées de Whitehall, parce que quand on voit tous ces grands bâtiments, on a l'impression d'une cité morte, il se passe rien, alors que derrière, dans les bureaux, dans les sous-sols, partout, ça travaille. Même dans bien les sûr. sous-sols, vous allez voir. On va avoir plein de petites histoires cachées à découvrir tout à l'heure. C'est très intéressant ce quartier de Londres que les touristes français ont tendance à éviter à tort. On va leur prouver le contraire dans un instant. Un mot de l'Allemagne, je disais, depuis la Seconde Guerre mondiale, le parti conservateur en Allemagne, très modéré, c'est la CDU. Quel est son positionnement justement par rapport à ces questions et sociales et économiques dont nous parlions à propos de l'Angleterre et des États-Unis? Alors la CDU est un des deux grands partis que les anglo-saxons ont ressuscité après-guerre en estimant qu'ils ne s'étaient pas compromis avec le nazisme. Et la CDU est l'héritier du Zentrum catholique, c'est-à-dire le parti qui remonte à la fin du 19e, quand les catholiques allemands se sont organisés pour résister à catholiques allemands minoritaires, il faut toujours le dire. Absolument, qui considéraient que Bismarck menait une politique hostile au monde catholique et ils se sont organisés en partie. Ils se sont organisés en partie pour lui tenir tête. Donc, quel est le positionnement de la CDU? D'abord, c'est le parti d'Adenauer, de l'homme qui a fondé l'Allemagne de l'Ouest, qui a reconstruit, qui lui a redonné son rang et une dignité par ses institutions démocratiques très scrupuleuses. C'est le parti du chancelier Kohl qui vient de disparaître. C'est le parti absolument d'Helmut Kohl, l'homme de la réunification. Alors, il a un peu changé avec l'accession de Merkel, qui vient de RDA, à la tête de ce parti. C'était un grand changement. C'est quand même inouï d'avoir une femme de la RDA qui a connu le communisme de l'Allemagne de l'Est. Et qui parle très bien russe. Ah oui, c'est ça. Qui parle très bien russe. Et qui se retrouve à la tête du Parti conservateur allemand. Elle a fait ses études supérieures à l'époque du mur. Donc elle a vraiment, toute sa jeunesse a été marquée par cette période. Alors, il y a une évolution de l'ensemble des partis conservateurs qui tendent à être plus souples ou ouverts, disons, à l'égard des questions de société, ce qui pose un grand problème parce que une partie de leurs électeurs considèrent qu'ils sont trop sensibles aux modes ou trop sensibles à l'ère du temps qui prévaut dans les grandes agglomérations et pas nécessairement auprès de leurs électeurs de base. Alors justement, venons à la question française. Ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, je précise que ce n'est pas un ouvrage, même si vous êtes objectif, c'est votre nature, Guillaume Perrault, mais c'est un ouvrage de défense et illustration. C'est un ouvrage apologétique pour montrer que le conservatisme n'est pas toujours ce qu'on en dit. Et vous nous montrez quelques exemples dans l'histoire de France, en disant par exemple qu'au moment de la Révolution française, les belles idées, elles sont plutôt dans le camp conservateur. Absolument. Si on veut bien considérer qu'il aurait été préférable d'éviter un bain de sang, une guerre civile et des centaines de milliers de morts, il faut convenir que c'est plutôt du côté, par exemple, des monarchiens, c'est-à-dire les plus modérés des révolutionnaires, qu'il y a la vision... Ils sont pour la révolution, mais une révolution très, très contrôlée, en quelque sorte. Très contrôlée. Ils défendent une chambre haute. Ils sont d'ailleurs laminés en septembre 1789. Sur le modèle anglais. Voilà, dans un des votes décisifs du début de la Révolution. Et puis, ça, ce sont les familles de pensée, mais il y a aussi une sensibilité. Et être conservateur, en définitive, c'est peut-être une sensibilité et Mirabeau dans les principes politiques qui inspirent son action entre 89 et 91 est clairement conservateur. Alors, deuxième exemple, je sens qu'on n'aura pas trop de temps, mais s'il faut, on débordera un tout petit peu sur la partie suivante, mais la période de l'affaire Dreyfus. Oui. En effet. Vous nous montrez qu'un certain nombre de grands conservateurs sont des Dreyfusards. Il y a d'abord son avocat. Le premier, Maître Demange, est un conservateur pur sucre qui vénère l'armée, mais qui est arrivé à la conclusion que son client était innocent et qui va le défendre avec beaucoup de persévérance et beaucoup de mérite, parce que les premières années sont très difficiles. Jusqu'à l'automne 1897, personne n'est Dreyfusard. Et je m'excuse de prêcher pour ma paroisse, mais Le Figaro, seul contre tous, pendant des mois, en 1897, a mené une véritable campagne de presse opiniâtre en faveur de Dreyfus jusqu'au procès d'Esterhazy, où là, il lève le drapeau blanc. Et parce qu'il y a de fortes tensions dans son lectorat, c'est vrai. Et troisième cas passionnant, le colonialisme, où vous le montrez que la grande expansion coloniale de la fin du 19e siècle, elle se fait plutôt contre les conservateurs, absolument, contre leur avis. Absolument, c'est pas du tout les conservateurs français qui poussent à la roue pour l'œuvre coloniale de Jules Ferry, puisque pour Ferry, c'est l'esprit de la Révolution française qui anime la République lorsqu'elle va
apporter les Lumières, l'esprit des Lumières à l'étranger. C'est un état d'esprit qui nous est devenu difficile à comprendre. Mais c'est celui qu'a Ferry. Et il se considère, il y a une continuité, si vous voulez, entre l'expédition d'Égypte de Bonaparte, dans l'esprit, j'entends, et ce que Ferry défend. Alors que les conservateurs, eux, considèrent que ça va coûter trop cher, qu'il faut se concentrer sur l'Alsace-Moselle, ou que c'est une folie, tout simplement. Nous revenons sur tout cela pendant quelques instants, juste après le flash. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors pour tout vous dire et vous raconter les coulisses de cette émission, si vous venez de nous rejoindre jusqu'à 15h30, nous allons nous balader à Londres. Franck Ferrand a préféré le ferry au tunnel sous la Manche. Donc nous avons mis la Ferrand mobile sur le ferry. Nous sommes à Londres et nous allons visiter Whitehall avec Vanessa Zaza, journaliste à Europe 1. Attention, ici on roule à gauche. Oui, alors prenez le volant, ça sera plus prudent, je pense. Merci, pourquoi je ne le prendrais pas, moi? J'ai un peu plus confiance. Il y a du en machisme, Franck. là. Guillaume Perrault, journaliste au Figaro, maître de conférence à Sciences Po et auteur de Conservateurs, soyez fiers, paru chez Plomb, est resté avec nous pour ce voyage. Et on ne va pas faire preuve de modestie parce que nous avons reçu un très joli message de Guillaume qui nous dit direction Whitehall en compagnie de la charmante Vanessa à côté de la non moins charmante Anissa. Et ce n'est pas ce Guillaume-ci, puisqu'il est avec nous et nous pouvons témoigner qu'il n'a pas envoyé de message. Alors, si Vanessa est d'accord, nous allons laisser ronfler 2 secondes le moteur de la voiture pour achever notre petite conversation sur cette affaire des conservateurs en France, parce que arrive la période, il y a 2 grandes questions. D'abord, est-ce qu'on peut assimiler le conservatisme à la droite en général? On connaît la vieille classification de René Raymond entre légitimistes, orléanistes et bonapartistes pour désigner les grands courants de la droite française. Est-ce que tous peuvent se réclamer du conservatisme, Guillaume Perrault? Par certains aspects seulement. L'orléanisme est peut-être celui qui en est le plus éloigné. Le problème de la France, c'est que cette grille de lecture, il n'y a pas eu de conservatisme français à cause de la rupture de la Révolution française, ça, tout simplement. Il n'y a pas de conservatisme, il y a soit des réactionnaires, soit des progressistes. Voilà. Donc, parce que l'idée même de conservatisme suppose une continuité historique, une tradition et d'éviter les ruptures brutales. Et tout ce qui s'est passé pendant la Révolution française pendant 10 ans. Et par ailleurs, une spécificité des droites françaises, c'est qu'elles sont opposées entre elles au XIXe siècle, légitimistes, orléanistes, bonapartistes. Et François Furet avait relevé que un des traits du XIXe siècle, c'est cette incapacité des différentes droites à se fédérer et à s'entendre. Voilà. Donc on n'a pas, au XIXe siècle et au XXe, une tradition qui surplombe et pourrait rassembler et fédérer ces différentes sensibilités. On a le général de Gaulle quand même. Est-ce que le gaullisme n'est pas le conservatisme à la française d'une certaine façon? C'est ce qui en est le plus proche assurément, et c'est pour ça que son souvenir est invoqué sans cesse dans la vie politique actuelle. Mais précisément, depuis la mort du général de Gaulle en 1970, chaque leader du parti post-gaulliste, quand il prend le pouvoir, il change le nom. C'est très symptomatique. Le Parti conservateur n'a pas changé de nom en Angleterre depuis les années 1830, alors que les partis de la droite française changent de nom sans arrêt. Et ça n'est pas fini, je vous confirme. Ça n'est pas fini, et j'ai compté 7 changements de nom depuis l'après-guerre. Une précision, une clarification qu'il faut toujours faire sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Parce que on a évidemment que le gouvernement du maréchal Pétain était un gouvernement carrément réactionnaire, très à droite, mais la droite française en général, notamment les conservateurs, n'ont pas vraiment pactisé avec lui, et beaucoup ont fourni les rangs de la résistance, il faut le dire. Ce qui est notable en effet, c'est que parmi les premiers résistants de 1940, il y avait beaucoup de conservateurs et même des nationalistes, des gens d'Action française, des monarchistes comme Destienne d'Orves, Freinet à Combat, et tout l'entourage du général de Gaulle à 1940, sans le soufre aux yeux de la gauche, précisément parce que il y a beaucoup de gens marqués à droite, disons, croix de feu pour les plus modérés, qui l'entourent en 1940. Donc c'est la même famille de pensée qui se divise à l'épreuve des événements en 40. Exactement. Guillaume Perrault, conservateur, soyez fiers, dans la collection Tribune Libre. C'est un ouvrage paru chez Plomb. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'on va se promener à Whitehall. Et je rêve depuis très longtemps d'emprunter la Ferrand mobile. Vous voilà à bord. Elle est peut-être encore plus confortable que ce que vous imaginiez. Vous voyez. Nous sommes donc dans ce quartier entre Westminster
Westminster et Trafalgar Square, hein, qui est le quartier politique britannique. Dans cette rue de Whitehall, en fait, qui, c'est assez paradoxal, ne fait qu'un kilomètre, et qui pourtant rassemble à elle seule toute l'histoire politique et monarchique donc de l'Angleterre. Il y a évidemment des incontournables. Alors Whitehall, parce qu'il y avait ce fameux palais de Whitehall où les souverains sont restés jusqu'à la fin du XVIIe siècle, puisque le palais a brûlé en 1698. Mais il reste une partie du palais qui est à visiter, qui s'appelle la maison des banquets, la Banqueting House. Oui. Voilà. Il faut quand même que vous imaginez que cette résidence royale, elle était immense, puisque si vous connaissez... C'était tout un complexe spatial. Un complexe, en fait, voilà, de St. James Park à la Tamise, de Charing Cross à Westminster. Et donc, il ne reste que cette petite partie, donc cette maison des banquets qui servait à l'époque à organiser des fêtes. C'était une salle de réception, ça l'est toujours aujourd'hui. Il y a eu quand même des grands moments de l'histoire qui ont été marqués dans cette salle. Le décès donc d'Henri VIII, c'est là qu'a résidé Élisabeth Ier avant d'être enfermée dans la tour de Londres. James Ier, pour lequel on avait justement construit ce palais, y a organisé de somptueuses fêtes. Et c'est une architecture assez particulière, donc de style palladien. Et donc quand vous regardez finalement la façade, vous avez deux styles. Hein. Vous avez du ionique puis du corinthien. On est vraiment dans l'architecture classique, avec ces grandes colonnes qui sont encastrées dans les murs. Et il y a quelque chose à ne pas rater. Il y a un fabuleux caisson à l'intérieur de la pièce centrale, et ce magnifique plafond à caisson a été peint par Rubens. C'est pas Élisabeth Ier qui était la tour de Londres, vous confondez avec Mary sans doute, non? Non, Élisabeth Ier, à moins que je me trompe. Vous en êtes sûr ça ou m'échappe pas? Alors, je ne vois pas à quel épisode vous faites allusion. Mais enfin, on va essayer de clarifier ça dans les minutes qui viennent. Clarifions. Voilà. Alors, autre chose, il y a les Horse Guards. Évidemment, il faut passer devant de cette résidence. Ces Horse Guards, vous voyez très bien qui ils sont puisque vous les connaissez. Ils ont ces fameux cônes sur la tête poilus, ces fameux bonnets d'ours. Canadiens qui font un petit peu scandale. Et qui sont destinés à faire peur aux chevaux dans les batailles. Alors évidemment, aujourd'hui, ils se battent plus tellement avec leur bonnet d'ours, les Horse Guards. Mais... Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, puisque c'était cette formation a été créée en 1660, ils accompagnaient évidemment la troupe royale de l'artillerie. Mais maintenant, ils ne servent plus qu'à encadrer toutes les sorties officielles. Ils assurent la protection de la reine et puis les bâtiments royaux. Alors, les rendez-vous à ne pas manquer, il y a évidemment la fermeture des boxes des chevaux à 16h. Il faut savoir que les chevaux, en fait, toutes les 2 heures, entre 10h et 15h, sont remplacés. Et puis, il y a la fameuse relève de la garde, de l'autre côté du porche, là, sur le terre-plein. Et ça, c'est tous les jours à 11h. Et le dimanche, à 10h, en revanche, il faut toujours y aller au moins 1 heure à l'avance, parce qu'il y a un monde fou devant les grilles. Ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cette émission très politique, vous l'aurez remarqué, c'est ce qu'on appelle le Cabinet Office. Hein, c'est tout cet ensemble de bâtiments administratifs très largement, un peu politiques aussi bien entendu, et dans les sous-sols, au milieu de l'esplanade, mais en sous-sol, le fameux bunker de Churchill. Voilà. On va aller le visiter dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Voilà la musique parfaite dans l'affaire en mobile cet après-midi pour visiter le quartier politique de Londres. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 jusqu'à 15h30, c'est Whitehall et le Londres politique que nous découvrons grâce à Vanessa Zag. Guillaume Perrault est resté avec nous et vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Si vous connaissez ce quartier de Londres, n'hésitez pas. Si vous l'avez visité, vous avez eu cette chance, venez nous en parler sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Avant de reprendre la visite, on fait un point historique. Le court passage
mariage de la princesse Elisabeth, donc la demi-sœur de la reine Marie la Sanglante. C'est bien avant qu'elle ne soit reine, effectivement, lorsqu'elle a été interrogée à la cour de Londres. C'est à ça que vous faisiez allusion. Et c'est là qu'elle venait de Banqueting House, en vérité. Après, une fois sur le trône, elle a régné, dire, sans aucun problème, cette reine Elisabeth Ier, bien sûr. Alors, continuons notre visite, chère Vanessa. On part passer un moment avec Churchill. Parce que dans des bâtiments donc de Whitehall, il y a en fait le PC de Churchill et de ses conseillers militaires. C'est incroyable ça. C'est un labyrinthe, on peut dire ça comme ça, hein, Franck. C'est un labyrinthe d'une trentaine comme ça de salles. Ça fait un peu comme des caves, en fait, disons les choses. Hein. C'est très très simple. Faut quand même savoir qu'ils y sont restés enterrés pendant 5 ans, hein, du Blitz, donc de 1940 jusqu'à la reddition japonaise de 45. Avec des petits retours à la surface quand même. Même de temps en temps, évidemment. Et alors dès l'entrée, d'ailleurs, on vous met dans le contexte. Hein, il y a une bombe allemande qui est immense, qui fait 250 kilos. Et là, vous visitez donc les fameux cabinets de guerre. Donc vous avez la Transatlantic Telephone Room, d'où Churchill en fait communiquait avec Roosevelt. Vous avez cette salle des cartes sur lesquelles en fait on épinglait avec des fils de laine colorés et des petites épingles et toutes les lignes en fait de front. Vous avez les salles de radio et puis vous avez le bunker de Churchill avec sa chambre, sa cuisine et puis sa salle à manger. Là on est vraiment dans son intimité. On voit toute sa batterie de téléphone avec des téléphones de différentes couleurs. Couleurs. Et vous avez aussi, moi, ce qui m'a fait sourire, ce petit clin d'œil dans sa petite salle avec un mot de la reine Victoria qui écrit « Les possibilités de défaite ne nous intéressent pas, elles n'existent pas ». Quelle pression. Ça, on pourrait dire que c'était une devise. Une devise. Ouais. Et alors, juste à côté des War Rooms, c'est-à-dire à côté de cette espèce de bunker, il faut savoir que tous les gouvernants de l'époque vivaient dans des bunkers et pour cause, avec ces histoires de bombardement. Juste à côté, vous avez le nouveau grand, ce que nous appelons nous de ce côté de la Manche, centre d'interprétation, qu'on appelle tout simplement le Churchill Museum à Londres, qui est une sorte de grande évocation de la vie, de la carrière, de l'époque de Churchill, avec tout ce que la technologie la plus en pointe permet d'utiliser. Hein. Extrêmement interactif, extrêmement moderne. Alors c'est une ode à Churchill. Hein, c'est un parti pris complet. On quitte les War Rooms qui sont restés tels qu'elles étaient en 1944 et hop, on entre dans le 23e siècle sans transition. Hein, c'est extraordinaire. Et là, donc, vous découvrez avec évidemment des écrans interactifs, des vidéos, des photos qui ont été numérisées, des lettres aussi. Vous découvrez d'autres pans beaucoup plus intimes en fait de Churchill. Vous découvrez évidemment son côté l'écrivain qu'il était. Hein, il avait été nobélisé justement pour ses œuvres en 53. Le peintre. Un grand peintre qui voyageait aussi pas mal donc en Europe. Et puis vous avez évidemment toute sa carrière, ce fils de lord anglais et d'une riche héritière américaine, son côté journaliste, historien. On a des espèces de tables interactives et avec des petits dossiers et on prend la date qu'on veut et soi-même on ouvre et on entre dans la vie avec des films, c'est incroyable. Et vous arrivez en tant que simple visiteur à modifier l'atmosphère sonore des lieux. Enfin, bref, c'est un chef-d'œuvre. Oui, Minority Report. Vous avez l'impression d'être Tom Cruise dedans. Non, mais c'est vrai, c'est incroyablement fait. On devrait faire ça en France d'ailleurs, puisque je pense que ça attirait beaucoup plus de monde dans les musées. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on découvre aussi la manière dont il a construit son image, son mythe, avec son cigare, ses tenues excentriques, avec ses peignoirs exotiques, la manière dont il apprenait à son perroquet à insulter Hitler. Il est mort il y a très peu de temps, le perroquet en question, il paraît. Alors ça, je ne savais pas. Vous m'apprenez quelque chose. Et puis, sa manie de recevoir tous ses collaborateurs donc au lit, et puis il a poussé le mythe jusqu'à orchestrer ses funérailles en les appelant Operation Up Not. Alors, nous irons tout à l'heure faire un petit tour du côté de Trafalgar Square et de l'église St. Martin in the Fields, et si même on a le temps, on fera une petite incursion à la National Gallery, mais continuons avec les édifices politiques, si je puis dire. Parlez-nous des Houses of Parliament, c'est-à-dire de la Chambre des communes, de la Chambre des Lords, enfin du Parlement britannique. Ce fameux monument qui éclaire toute la Tamise le soir. Et en fait, ça a été d'abord un palais donc royal, un palais royal qui date en fait de Guillaume le Conquérant.
Clermont-Ferrand. Oui, Et tout à fait à l'origine. Oui, voilà, à bien sûr. l'origine. Et puis, il y a eu plusieurs incendies. Je ne vais pas vous refaire peut-être Non, toute bien sûr, l'histoire, évidemment. Mais aujourd'hui, le palais de Westminster comprend quand même 3 tours principales. Il y a cette fameuse tour Victoria qui abrite les 2 chambres parlementaires, les archives. Il y a la tour centrale. Et puis, il y a la tour de l'horloge. Et bien sûr, La Big fameuse Ben. Big Ben. Qui Et- n'est pas tout à fait le carillon d'Europe 1, je précise. Alors, pas ça du tout. ressemble, mais Non. c'est pas la même chose. Ils ont tenté de copier, mais ils n'ont pas réussi. Et alors pourquoi ce carillon a un ton si différent, si particulier? C'est parce que figurez-vous que la cloche en fait est fondue. Et on peut l'entendre jusqu'à 6 km en fait aux alentours. Et, Si ça, c'est pas du conservatisme, hein, Guillaume Perrault. Je salue. et donc Big Ben, ce n'est pas la tour, c'est en fait cette fameuse horloge qui fait quand même, qui est perchée à 96 mètres de haut. Et il faut savoir que les cadrans donc font 7 mètres de diamètre, mais alors qu'elle est réglée grâce à quelque chose d'assez particulier, grâce à un penny. C'est-à-dire que c'est un penny qui permet d'équilibrer si Une elle pièce de monnaie. avance. Voilà, le penny. Une pièce donc que vous mettez. Si elle avance, on la pose. Et si elle retarde, eh ben, on l'enlève. Elle a tenu quand même jusqu'en 1976 sans aucune interruption, alors qu'elle date quand même de 1859. C'est pas mal quand même, hein, 120 ans sans tomber en panne. Voilà. Grâce à un penny. Grâce à un penny. Évidemment, le monument central au cœur même de la Londres, d'ailleurs malheureusement visé depuis quelque temps, c'est la célèbre abbaye de Westminster, qui est le siège du pouvoir royal. Ne l'oublions pas, c'est là qu'on sacre les rois d'Angleterre, hein, bien sûr. On sacre les rois d'Angleterre, qu'on les marie. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a eu à peu près 40 en fait couronnements. Pour Élisabeth II, il y avait quand même 8200 invités quand même dans cette partie du sanctuaire dont on va sûrement parler un peu plus tard là. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec encore quelques minutes de balade dans Londres cet après-midi sur Europe 1 avec Guillaume Perrault, journaliste au Figaro, Vanessa Zah, journaliste à Europe 1 qui est votre guide. Et il est temps maintenant d'aller à Trafalgar Square, c'est ça Franck? Oui, alors on va y filer. Encore un mot peut-être de ce monastère de l'Ouest, hein, de ce Westminster, qui est au cœur des institutions britanniques. C'est aussi une nécropole, il faut dire ça, C'est Vanessa. une nécropole, il y a quand même 3500 hommes et des plus illustres d'Angleterre bien sûr, qui oui. sont enterrés. Il faut quand même que vous imaginiez C'est que... assez chic d'être enterré à Westminster quand même, C'est hein, c'est pas mal. la grande classe. Churchill est enterré Ouais, voilà, par à exemple. Westminster, à côté d'ailleurs du soldat inconnu. Et alors vous avez évidemment des musiciens comme Purcell ou Britten, vous avez des scientifiques comme Newton et Darwin. C'est un peu le panthéon anglais, disons. Complètement. Et alors d'ailleurs, c'est tellement immense qu'on dit que Westminster Abbey réunit la basilique Saint-Denis, donc avant la Révolution, hein, Notre-Dame de Paris et le Panthéon, pour vous montrer cette grandeur, quoi. C'est absolument sublime avec ce style Alors, nous baroque avons flamboyant. à peu près vu Whitehall, nous sommes passés par ce quartier tellement central de Westminster. Allons vers la vie, si je puis dire, La et vie. là où les touristes aiment à se retrouver, dans ce quartier de Trafalgar, à Trafalgar Square. donc, hein. Les touristes, mais aussi toutes les manifestations Ah oui, enfin, tout le monde, oui, politiques, tout ça, sportives. tout est Voilà, là, c'est oui. vraiment le centre. Voilà, c'est vraiment le centre. D'ailleurs, c'est le kilomètre zéro du Tout pays. près des grands magasins. Des grands magasins, c'est le centre vraiment névralgique. Et à cette époque, à l'époque d'Édouard Ier, il y avait même les écuries royales au tout début. De l'époque de ce square, enfin cette place qui est baptisée en hommage à Nelson, bien sûr, et à sa victoire de Trafalgar. De Trafalgar. Victoire fatale pour lui, bien sûr. Victoire fatale pour lui. Donc c'était le plus grand amiral évidemment de l'histoire britannique. Donc alors il y a une statue donc érigée en son honneur. Et il faut savoir, comble de l'ironie, que les bas-reliefs ont été coulés en fait dans le bronze des anciens canons de la flotte française. Et alors elle est hispano-française, et elle est entourée donc de fontaines et alors de 4 sculptures de lions monumentales, alors elle qui date de 1939, et alors une histoire assez particulière puisque c'est en fait la reine Victoria qui avait demandé à Edwin Landseer, qui était en fait un peintre, de faire ces fameuses sculptures, mais ce qui n'était pas du tout son métier. Donc en fait on a attendu que des lions du zoo de Londres en fait meurent pour qu'ils puissent les avoir en modèle.
Donc il les a eus dans son atelier de peinture. Les voisins de l'époque se plaignaient de l'odeur évidemment des bêtes en putréfaction. Et on a même dit qu'il avait demandé à sa mort à être enterré avec une de ses peaux donc de bête. Voilà. Nous passons devant l'église célèbre Saint-Martin-des-Champs, St. Martin in the Fields, qui est le siège du célèbre orchestre, bien sûr, de l'Academy of St. Martin of the Fields, pour entrer à la National Gallery. Un mot de ce musée qui est un peu le musée des musées, si je puis dire, avec une collection de peintures extraordinaire. 2300 peintures. Hein, donc, ce sont que des chefs-d'œuvre. Hein, que des chefs-d'œuvre. Donc là, on est vraiment dans le classique. Hein, si vous voulez aller voir de la peinture moderne, évidemment, donc voilà, Tate moderne. Mais là, vous avez du William Turner, vous avez du Fra Angelico, du Paul Cézanne. Vous avez une collection. J'aime bien quand vous mettez le partitif comme ça, un petit peu de Fra Angelico. Qui veut de mon Fra Angelico? Il est encore bien frais. Mais il y a une collection de peinture européenne absolument incroyable, avec des salles réservées aux œuvres nordiques, italiennes, mais aussi françaises, flamandes, avec des Vermeer, des Rembrandt, des Poussin, du Lorrain, puis une très 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 belle salle Rubens, évidemment. On choisira juste un petit constable, c'est juste ce qu'il nous faut tout simplement pour rêver. Pour rêver jusqu'à demain. Merci beaucoup Vanessa.